Merci tout le monde d'être présent. Puis c'est un plaisir là, de pouvoir accueillir Gabriel aujourd'hui, Gabriel Pratt, qui a complété récemment sa thèse de doctorat et qui va nous présenter les divers résultats là, de sa thèse doctorale. Elle est maintenant rendue au postdoctorat à l'Université Laval en collaboration avec le ministère de la Santé. Puis elle a été aussi associée à l'Institut comme étudiante membre qui a participé à notre comité étudiant quand même pendant plusieurs années, boursière aussi. Donc, merci, Gabriel, de te prêter au jeu du Midi Conférence. Puis, je te laisse la parole pour cette présentation. Merci beaucoup. Les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui là, sont vraiment là, les résultats de la dernière phase là, de ma thèse, donc les pistes d'action pour l'organisation des services de soutien professionnel en milieu de garde. Le plan de la présentation aujourd'hui, là, je vais vous faire une petite mise en contexte avec l'état des connaissances. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la vue d'ensemble du projet soutien, qui est le projet dans lequel je me suis impliquée au doctorat. Et ensuite, on va parler plus spécifiquement là, de la méthode, des résultats et une petite discussion là, autour là, de la dernière phase là, du projet qui était les pistes d'action. Alors, on y va avec la mise en contexte. On commence, là, c'est certain que mon projet, on s'en sort pas, est autour du développement des enfants. On le sait, la petite enfance, c'est l'étape de la vie où le développement est le plus rapide et le plus déterminant pour le futur. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour parler du développement des enfants et on s'intéresse vraiment à l'ensemble de ces enfants-là dans mon doctorat. C'est pour ça que je vous fais là, le portrait global. Donc, il y a beaucoup d'enfants pour lesquels ils vont avoir un développement qu'on pourrait qualifier là, de typique. Mais il y a également plusieurs enfants pour lesquels on va dire qu'il y a un risque de retard ou qui sont vulnérables dans leur développement. On parle souvent des résultats de l'ECDEM qui nous disent qu'en 2022, il y avait 29 des enfants qui étaient vulnérables dans au moins un domaine de développement à la maternelle, ce qui est quand même une augmentation là, de 4 depuis 2012. Ensuite, un petit peu plus précis que les enfants à risque, il y a les enfants qui ont besoin de soutien particulier. C'est un terme qu'on entend beaucoup là, du côté des milieux de garde, notamment là, avec l'allocation pour l'intégration en service de garde, qui touche environ là, 4 des enfants qui fréquentent un milieu de garde subventionné. Et encore plus précis, il y a des enfants qui ont un diagnostic, un trouble ou un handicap. On parle d'environ 3,5 des enfants de 0 à 4 ans qui sont suivis en centre de réadaptation. Mon projet touche également là, les milieux de garde. On le sait, la majorité des enfants de 1 à 5 ans fréquentent un milieu de garde reconnu au Québec. Il y en existe 4 types. Il y a les centres de la petite enfance, les milieux familiaux qui sont supervisés par les bureaux coordonnateurs, les garderies privées subventionnées et les garderies privées non subventionnées. Je me suis intéressée là, à l'ensemble de ces types de milieux-là dans ma thèse. Donc, quand vous entendez milieu de garde, là, ça réfère vraiment à tout ça. Leur mission, c'est vraiment d'assurer la santé, la sécurité, le développement, la réussite éducative et le bien-être et l'égalité des chances pour tous les enfants. Et les enfants vont y passer énormément de temps. L'Observatoire du tout-petit nous rappelait là, en 2019 que les enfants y passent la majorité de leur temps d'éveil. Donc, c'est vraiment important de s'intéresser au soutien qui est offert aux familles, mais aussi de ne pas négliger là, le soutien qui est offert dans ce milieu-là. Malheureusement, le besoin de soutien en milieu de garde peut être plus difficile. Il y a plusieurs études qui nous ont dit que, selon la perspective du personnel éducateur, il y avait un manque de services de soutien professionnel dans les milieux de garde. Quand je vais utiliser le terme là, soutien professionnel dans cette présentation-là, je parle vraiment de services qui sont offerts par une personne qui a une expertise quant au développement de l'enfant et qui pourrait être appelée à offrir des services complémentaires en milieu de garde. Donc, on parle d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, de psychoéducatrices, d'éducatrices spécialisées. Et leurs services peuvent viser plusieurs choses, notamment avoir une visée de favoriser le développement optimal des enfants, mais peuvent aussi être sur le plan là, de soutenir l'inclusion. Lorsqu'il y a un manque de soutien professionnel dans les milieux de garde, ça peut amener plusieurs impacts. D'un premier côté, certainement, c'est une occasion ratée de prévenir les retards de développement. On le sait, il y a une fenêtre d'opportunité qui est présente en 0,5 ans. Ça amène aussi beaucoup de détresse chez le personnel éducateur. Et on le sait actuellement, il y a vraiment un problème au Québec, mais aussi un peu partout dans le monde, là, de roulement de personnel en petite enfance, ce qui amène encore plus de difficultés là, pour le soutien aux enfants qui ont des besoins particuliers. Et il y a également là, un risque de réduction du temps de fréquentation ou même d'expulsion des enfants qui ont des besoins particuliers de leur milieu, ce qui entraîne là, à son tour là, beaucoup de détresse chez les parents qui se retrouvent là, sans milieu de garde. Heureusement, il y a une conjoncture politique qui est relativement favorable au déploiement de nouveaux services ou à tout le moins là, à la réorganisation des services pour les enfants.
Il y a plusieurs travaux gouvernementaux qui visent une plus grande collaboration intersectorielle et la mise en place de plus de soutien. On peut penser là, au grand chantier pour les familles qu'il y a eu du côté du ministère de la Famille et également là, la mise en place là, du programme Agirto du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ça nous a amené finalement, ce constat-là, à se poser la question, comment les services de soutien professionnel devraient-ils être organisés en milieu de garde? Et c'est ça qui était la question principale là, du projet soutien dont je vous parle aujourd'hui. On a débuté par faire un état des connaissances scientifiques sur le sujet, donc avec une recension des services de soutien offerts en milieu de garde qui a été publié, là, qui est publié en libre accès là, dans Child Care, Health and Development, s'il y en a qui veulent approfondir. Dans cette recension-là, ce qu'on visait à faire, c'est de voir ce qui est écrit dans les écrits scientifiques par rapport à l'offre de services. Donc, on s'est intéressé à quelles sont les professions qui sont impliquées, quels sont les enfants qui sont ciblés, quels types de services sont offerts, la durée et l'intensité des services, les modes d'accès aux services, comment les services sont financés. Bon, aujourd'hui, comme on voulait aller dans les pistes d'action, je ne vous présenterai pas tout ça. Je vais seulement là, vous parler d'une des dimensions qui est le type de service pour qu'on comprenne bien là, de quoi je parle quand je parle là, de services de soutien offerts en milieu de garde. Donc, on parle autant, puis ça, il y en a dans les écrits, autant de services qui sont offerts auprès des enfants, en individuel ou en groupe, que de services qui sont offerts auprès du personnel éducateur, autant des recommandations qui peuvent être faites sous forme de rapports ou oralement, ou les formations et le coaching, par exemple. Si on y va plus globalement là, de ce qui ressort de cet état des connaissances-là, c'est que ce sont principalement des initiatives là, de recherche, très peu de portraits complets des services qui sont offerts dans une région ou dans une province. Principalement des choses qui sont préparées par la recherche et testées scientifiquement, mais pas nécessairement là, implantées. Donc, ça nous donne un portrait partiel là, de comment ces services-là pourraient s'intégrer dans une offre de services plus large. Il y a quand même trois documents là, qui nous présentent des modèles d'organisation des services un peu plus étoffés. Par contre, ils sont spécifiques à une profession en particulier. Donc, un en orthophonie, un en ergothérapie, puis un en éducation spécialisée. Donc, à la fin de cet état des connaissances-là, on se retrouvait avec un manque d'informations quand même sur les modèles d'organisation de services qui permettraient de répondre à l'ensemble des besoins de soutien des enfants là, qui fréquentent les milieux de garde. Je vous fais une petite parenthèse sur l'état des connaissances au Québec. Parallèlement à ce qui se fait dans la littérature, il y avait quand même parallèlement peu d'informations sur les offres de services en place et souhaitées au Québec. On avait l'évaluation du protocole d'entente entre le réseau de la santé et les CPE qui offre certaines réponses à ces questions-là, mais qui datent quand même déjà de 2008. Il y a également quelques initiatives locales qui sont documentées et puis qui sont intéressantes. Par exemple, le programme d'intervention éducative précoce qui est offert par la Santé publique de Montréal, qui a tout un cadre de référence là, qui est très intéressant. Le continuum d'orthophonie communautaire en Montérégie, le projet de recherche d'ergothérapie communautaire en Estrie aussi, mais rien là, qui permet d'avoir un portrait complet. Donc, ça nous amène à conserver notre question, comment les services de soutien professionnel devraient-ils être organisés en milieu de garde au Québec? Et c'est ça qu'on a voulu faire dans le projet soutien. Là, je vous présente l'ensemble du projet. Donc, il y avait trois objectifs dans le projet soutien. Le premier, c'était de décrire les offres de services de soutien professionnel qui étaient en place et souhaitées pour favoriser le développement et l'inclusion des enfants dans leur milieu de garde au Québec. Le deuxième objectif, qui était plutôt d'aller voir, d'identifier les différents modèles d'organisation de services de soutien existants en milieu de garde au Québec, ainsi que leurs forces et leurs limites. Et le troisième, d'élaborer des pistes d'action pour améliorer l'organisation des services de soutien professionnel en milieu de garde au Québec. Et c'est vraiment sur cet objectif-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Mais je vais quand même vous faire un petit tour là, de ce qu'on a fait dans les premières étapes pour que vous compreniez bien là, comment on en est arrivé à des pistes d'action qui ne sortent pas là, de nos poches, là, mais plutôt là, des autres collectes de données qu'on a faites précédemment. À la première étape du projet, on a fait des sondages, là, une enquête en ligne auprès de gestionnaires de milieu de garde et également de professionnels qui offrent des services en milieu de garde pour réussir à décrire là, les services qui étaient en place et souhaités. On en est arrivé là, avec un portrait là, des services offerts. Ces documents-là sont beaucoup trop petits pour que vous puissiez les lire ici, mais l'idée, là, c'est seulement de vous dire là, qu'on l'a fait pour le volet gestionnaire, pour le volet professionnel, et que ces infographies-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse là, d'avoir ce portrait-là, sont disponibles là, sur le site web du laboratoire Grandir, et qu'il y a également là, un article qui est disponible pour le volet gestionnaire.
Ensuite, à la deuxième phase, qui était la phase plus qualitative du projet, on est allé faire des entrevues, encore une fois, avec les gestionnaires de milieu de garde et les professionnels pour voir un petit peu plus là, concrètement, là, c'est quoi les modèles d'organisation de services qui existent, puis comment ça s'inscrit là, dans les travaux. On en est donc arrivé avec une dizaine là, de modèles d'organisation de services qu'on a classés là, dans le cadran que vous voyez ici. Donc, d'un côté, à droite, là, vous voyez là, tous les services qui proviennent plutôt du réseau de la santé et des services sociaux. Et de l'autre côté, on a tous les modèles qui viennent plutôt là, du côté des milieux de garde éducatifs à l'enfance ou du ministère de la Famille. Et quand on a décidé de le classer comme ça, pour vraiment voir là, tout ce qui se fait. Et on a en haut et en bas les services qui visent plus particulièrement un enfant, des services avec lesquels on est peut-être plus habitué de voir. Et on a en bas de ces cadrans-là tous les services qui ont une visée plus large, hein, qui visent l'ensemble d'un milieu de garde, un groupe d'enfants ou un ensemble de milieux et qui ont une visée un peu plus populationnelle. Et on va y revenir à ces services-là parce que ce qu'on aurait voulu à cette étape-là, c'est vraiment d'avoir un modèle qu'on se dit, c'est ce modèle-là qu'il faut mettre de l'avant et sur lequel il faut investir. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour réussir à répondre à tous les besoins, ça prenait une variété de modèles d'organisation de services, puis que ça prend un équilibre finalement entre tous ces types de services-là. Encore une fois, là, l'infographie est disponible là, sur le site web du laboratoire Grandir. Et on en arrive donc à la troisième phase qui nous intéresse aujourd'hui, dans laquelle là, on a mis ensemble là, tout le volet, tout ce qui a été fait dans les enquêtes, dans les entrevues pour le volet gestionnaire et professionnel. On a intégré toutes ces données-là ensemble sous forme de pistes d'action préliminaires. Donc, ce que les gestionnaires, ce que les professionnels nous ont dit, on l'a mis en forme de piste d'action préliminaire qu'on a utilisé comme base pour un processus de consensus Delphi. Et avant d'aller plus en détail dans la méthode que tu utilisée pour cette phase-là, je voulais quand même là, vous faire un petit vous dire là, que tout au long de ce projet-là, là, on n'a pas fait ça juste notre équipe de recherche là, tout seul. On avait un comité consultatif qui a été impliqué. Donc, on avait un parent qui était également un professionnel d'Agesto qui était impliqué, une éducatrice spécialisée qui travaillait en milieu de garde, un directeur de milieu de garde et également deux représentantes d'associations de milieu de garde, plutôt à l'échelle régionale et plus largement. Donc, leur rôle a vraiment été là, tout au long de l'étude de guider le déroulement de l'étude, peaufiner les outils de collecte de données, élaborer les stratégies de recrutement et de sélection des participants. Donc, ils ont vraiment là, été impliqués là, tout au long. On y va avec la méthode. Donc, nos pistes d'action préliminaires, là, on en avait quand même 132 à cette étape-là. Il y avait beaucoup de contenu que les gestionnaires et les professionnels là, avaient voulu nous partager. On les a soumis là, finalement à nos participants au processus de consensus Delphi. Les participants, là, c'est un échantillonnage intentionnel de 13 experts. Là. Dans un processus Delphi, on appelle les participants des experts, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est des personnes qui possèdent des connaissances et une expérience significative sur un sujet. Donc, dans notre cas, là, on parle d'experts qui proviennent plutôt du milieu associatif, certains du milieu académique, mais également là, des gens au niveau gouvernemental et paragouvernemental également et qui provenaient d'une variété là, de domaines d'études qu'on a tout mis ça ensemble, donc de l'éducation, psychologie, psychoéducation, réadaptation, même administration. Pour être impliqué dans ce comité-là, les personnes devaient avoir une expertise en organisation des services en petite enfance. Ils devaient soit avoir publié un document sur le sujet ou être impliqués dans le développement de politiques à ce sujet-là. On les a recrutés par le site web des associations, les sites web de programmes pertinents des universités au Québec, également par des contacts de l'équipe de recherche et du comité consultatif. Là. Pour ce qui est de la collecte de données, un Delphi, ça se déroule là, en 3 rondes. Là. Donc, on avait 3 phases de questionnaire qui ont été faites par courriel là, à l'été 2023. Au premier tour, on présentait les pistes d'action préliminaires, là, nos 132 pistes d'action préliminaires, et les participants devaient identifier leur niveau d'accord avec ces pistes d'action-là. Donc, il y avait une échelle de 0 à 10, de pas du tout en accord jusqu'à très en accord. Et puis, en fait, totalement en accord. Puis, il y avait toujours, là, pour chacune des pistes d'action, un champ de commentaires dans lequel les participants pouvaient là, finalement proposer des modifications dans la formulation de la piste d'action là, pour l'améliorer. Au deuxième tour, les participants là, allaient retravailler là, leur niveau d'accord avec les pistes d'action améliorées là, à la lumière de leurs commentaires. Et au troisième tour, on refaisait le même travail, donc on retravaillait les pistes d'action
et les participants identifiaient leur accord avec la formulation finale. Et à ce moment-là, on leur demandait également là, ce qu'ils percevaient comme niveau d'importance pour ces pistes d'action-là, à quel point ces pistes d'action-là leur paraissaient faisables, et on leur demandait d'identifier là, 3 priorités parmi toutes les pistes d'action proposées, étant donné leur grande quantité. Pour ce qui est de l'analyse des données, je vous fais ça simple, mais ce qu'on a fait, c'est principalement d'analyser le niveau d'accord pour être considéré comme étant consensuel, pour être conservé comme une piste d'action à la fin. euh, la- la- L'énoncé devait avoir plus de 75 des experts qui avaient un niveau d'accord de plus de 7 sur 10 au dernier tour. Et comme je vous le disais, là, au fur et à mesure des tours, là, on a travaillé à l'analyse, l'intégration des commentaires, qui était vraiment une partie importante, là. Il y avait énormément de commentaires à intégrer pour voir là, la perspective de chacun des acteurs. C'est un travail qui a été fait là, avec 2 chercheurs, même un troisième qui s'impliquait là, pour travailler ça là, au fil des tours. Donc, au niveau des résultats, le premier constat qu'on a fait, c'est vraiment au niveau du processus, c'est que c'était vraiment un défi de se comprendre dans ce processus-là. On avait à concilier la vision d'acteurs avec des formations très différentes, hein, que je vous l'ai nommé, et qui provenaient d'organisations qui ont des missions très différentes également et qui étaient là un petit peu pour défendre ces missions-là aussi. En termes de résultats, on est quand même satisfait là, de ce qu'on a réussi à faire. On a quand même 94 pistes d'action qui ont réussi à être conservées comme étant consensuelles à la fin, travaillées. Au départ, là, dans nos 132 pistes d'action, là, il y en a qui pouvaient être contradictoires. Par exemple, il devrait avoir du dépistage systématique qui est fait par des professionnels dans les milieux de garde et d'un autre côté, d'autres gestionnaires qui nous diraient, par exemple, il ne devrait pas avoir ce type d'intervention-là qui se fait. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire là, pour voir comment ces perspectives-là différentes de nos participants à la phase 1 et 2 du projet pourraient s'intégrer. Donc, il y avait quand même 16 énoncés pour lesquels il n'y a pas de consensus qui a pu être trouvé, là, notamment sur la place du dépistage, là, comme je vous parlais là, précédemment. Pour nos 94 pistes d'action consensuelles, là, on a pour chacune là, un détail là, de qui est la personne ou l'instance qui devrait s'intéresser à cette piste d'action-là, la formulation exacte de la piste d'action, et on a une moyenne d'accord, d'importance, de faisabilité pour chacune des pistes d'action. Bon, aujourd'hui, je vais vous épargner là, tout ce qui est ces détails-là plus mathématiques, mais s'il y en a qui ont besoin d'avoir accès à ce détail-là, là, ces données-là sont disponibles en libre accès sous forme là, de Excel sur le site web là, que je vous ai partagé tout à l'heure. Les pistes d'action qu'on a obtenues, là, c'est vraiment l'ensemble des parties prenantes. Donc, on en a qui sont au niveau là, du ministère de la Famille, du ministère de la Santé, qui sont conjointes entre le ministère de la Santé et de la Famille. On en a également pour les gestionnaires de milieu de garde, pour les gestionnaires du réseau de la santé et pour les professionnels et les éducateurs spécialisés. Bon, aujourd'hui, ce que je vous ai vendu pour la présentation, c'est vraiment plutôt là, de se concentrer sur les pistes d'action qui sont en lien avec les gestionnaires du réseau de la santé et les professionnels. Comme l'objectif du projet était de s'intéresser à l'organisation des services, je vous fais quand même là, un petit topo là, d'une des pistes d'action là, qui a été identifiée comme étant plus prioritaire là, au niveau plus global de l'organisation des services. Donc, la piste d'action qui a été identifiée par les experts, la plus prioritaire et qui touche à la fois le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux et les gestionnaires, autant du côté du réseau de la santé que des milieux de garde, c'est de s'assurer que les milieux de garde aient accès à 3 types de soutien. D'un côté, d'avoir une éducatrice spécialisée qui offre du soutien direct dans le milieu au quotidien. En deuxième, d'avoir un trio de services complémentaires régulièrement présents en orthophonie, psychoéducation, ergothérapie. Et en troisième, d'avoir une personne contact dans le réseau de la santé. Bon, on s'entend ici là, que ce n'est pas des éléments qui vont être présents demain matin. En termes de faisabilité, il y a plein d'enjeux et j'en suis consciente. Mais cette piste d'action-là qui a été identifiée comme prioritaire, je pense qu'il faut la garder en tête comme étant plutôt une vision à long terme par laquelle ce serait intéressant de tendre. Un petit peu plus de détails sur chacune des 3 dimensions. Là. Donc, du côté là, du ministère de la Famille, d'avoir la responsabilité d'offrir le financement nécessaire à la création d'un poste d'éducatrice spécialisée de soutien et que ce poste-là soit dans chaque installation et vise à
à soutenir le milieu pour tous les types de besoins de soutien particuliers, hein, autant les besoins qui sont ponctuels que ceux qui sont permanents, ceux qui sont identifiés, non identifiés, et également les besoins qui sont plutôt inattendus, euh, tout ce qui est autour de la gestion de crise également. Et ce, sans dépendre des mesures financières particulières offertes à certains enfants. Là, on parle, là, par exemple, là, de l'allocation pour l'intégration en service de garde. Du côté de la deuxième prise d'action, qui est plutôt du côté du réseau de la santé et des services sociaux, ce serait de travailler à développer plus de services de proximité en attribuant au milieu de garde de chaque territoire une orthophoniste, une psychoéducatrice, une ergothérapeute dédiée aux services en milieu de garde, de façon à offrir des services répondant aux besoins des milieux de garde et des enfants qui les fréquentent. Le troisième, qui était plutôt là, au niveau là, d'avoir une personne responsable du partenariat intersectoriel, mais ça, c'est une responsabilité là, qui doit se faire des deux côtés, du côté des gestionnaires du réseau de la santé et de ceux des milieux de garde. Outre ces pistes d'action-là, cette grande piste d'action-là que je vous ai présentée ici, nos pistes d'action là, se regroupent en 12 catégories. Donc, il y en a autant qui sont sur la compréhension commune, la mission des milieux de garde, les besoins de soutien. On en a également pour tous les cadrans là, que je vous présentais tout à l'heure. Donc, autant des pistes qui vont aller approfondir l'aspect du poste en éducation spécialisée, d'autres approfondir l'idée du trio de professionnels. Mais aujourd'hui, là, on va vraiment plus se concentrer sur ceux qui sont en lien avec les mécanismes de collaboration, les facteurs de succès à la collaboration. Et on va toucher à certains autres là, qui sont au niveau des interventions centrées sur un enfant, des services offerts à un milieu de garde, les services externes au milieu de garde, donc qui proviennent principalement du réseau de la santé. Et sachez qu'il y en a d'autres pistes d'action qui sont disponibles plutôt sur le financement offert aux enfants qui ont des besoins particuliers dans les milieux de garde et d'autres plus propres à un contexte. On se lance donc dans les pistes d'action qui sont plutôt liées là, aux gestionnaires du réseau de la santé et on ira après là, pour les pistes d'action qui sont liées là, aux professionnels. Pour ce qui est des gestionnaires, il y a vraiment trois là, thèmes sur lesquels là, nos données nous ont apporté. Donc, d'un côté, il y a l'aspect de la communication. Hein, les gestionnaires de milieu de garde là, nous nommaient souvent que il y avait de la difficulté à savoir qu'est-ce qui était disponible. Donc, une des pistes d'actions, là, c'est de faire connaître les différents services disponibles dans le réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que leur mode d'accès pour les milieux de garde de leur territoire. Et ça, de façon que les gestionnaires de milieux de garde ou les milieux de garde puissent accéder aux services directement ou qu'ils puissent y référer les familles aux besoins. Les gestionnaires nous disaient souvent, les parents, c'est à nous qui parlent, puis ils nous demandent comment faire pour accéder aux services et on n'est pas toujours en mesure là, de bien les guider de façon adéquate. Et j'ai mis deux petits astérix ici là, parce que il y a à milieu de garde et à territoire. Le premier aspect que je voulais vous dire, c'est que quand on parle de faire connaître les services au milieu de garde, il faut penser à tous les types de milieux de garde. Hein. Souvent, on a le réflexe de penser en premier là, au CPE, mais je vous l'ai nommé au départ, là, il existe beaucoup d'autres types de services de garde éducative à l'enfance. Donc, de ne pas oublier les garderies privées, subventionnées, non subventionnées, les bureaux coordonnateurs, la garde en milieu familial, qui ont également besoin là, de savoir quels sont les services qui sont disponibles, autant sinon plus, parce que parfois, ils ont moins leur voix là, sur des tables de partenariat qu'il peut y avoir avec les CC et les CIUS. Le deux, et puis le point du territoire là, que je voulais vous apporter aussi, là, c'est que il y a plusieurs gestionnaires qui me disaient que pour eux, un des défis, c'était que leur territoire pouvait être très grand. On peut parler, par exemple, là, des bureaux coordonnateurs. Il y a des bureaux coordonnateurs qui m'ont dit, moi les milieux que je couvre sont sur le territoire de trois CCCIUS différents. Donc, de garder en tête, là, quand on fait connaître nos services, là, de s'assurer d'avoir peut-être quelque chose, là, un aide-mémoire ou quelque chose qui est facilitant pour les milieux, pour bien comprendre qu'est-ce qui est disponible où, puis être capable de faire rapidement la part des choses. Le deuxième thème, qui est d'identifier un contact direct, hein, on l'a nommé rapidement là, dans la grande piste d'action que je vous ai présentée au départ, c'est de s'assurer que le gestionnaire identifie clairement une personne responsable du partenariat intersectoriel de son côté. Et les gestionnaires de milieu de garde nous ont nommé aussi beaucoup de prévoir un mécanisme de suivi en cas de changement de personne contact. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ben moi, j'ai déjà eu un contact, mais je l'ai perdu au fil du temps avec un congé de maternité, un congé maladie. Et puis là, je ne sais plus à qui m'adresser à ce moment-là. Et de l'autre côté, dans la deuxième piste d'action, c'est de fournir un contact direct et privilégié en proximité à tous les milieux de garde pour qu'ils puissent s'y référer aux besoins.
Bon, là, je suis consciente qu'on est plutôt dans une visée à un peu plus long terme. Euh, mais c'est quand même en phase là, avec les travaux qui sont actuellement faits, là, par exemple, avec la gamme de services, avec Agirto, de s'assurer là, de travailler plus en proximité, le soutien aux partenaires et aux communautés. Je pense que ça s'inscrit quand même là-dedans. Donc, on parle d'un contact qui pourrait aider les milieux de garde avec le processus de référence vers les services, répondre à des questions, orienter leur action sur le terrain au quotidien. Et ce que les gestionnaires me disaient beaucoup, c'est on nous demande beaucoup depuis les dernières années de faire plus de détection, de travailler plus à identifier les enfants, mais ce travail-là est peu valorisé quand on arrive à un constat, à un questionnement. On n'a pas nécessairement quelqu'un pour répondre à notre question, savoir si ça vaut la peine de référer ou non. D'avoir ce contact-là le permettrait de valoriser ce travail de détection-là qui est fait par les milieux de garde et qui peut être très, très utile pour le réseau de la santé. Troisième thème qui concerne plutôt là, les gestionnaires du réseau de la santé, c'est de repenser les services pour les situations particulières. Et ça, c'est des cris du cœur là, que j'entendais des gestionnaires et que je suis très contente de pouvoir vous partager aujourd'hui. C'est d'essayer de penser plus loin que les services actuels pour voir comment ces besoins-là pourraient être répondus. Donc, d'un côté, là, j'avais plusieurs gestionnaires de milieu de garde qui disaient, moi, j'ai des enfants qui sont à risque d'exclusion de mon milieu, en ce moment, j'ai à choisir entre perdre une éducatrice ou exclure un enfant du milieu de garde parce que ses besoins particuliers sont trop grands pour ce que notre milieu est capable d'absorber. Euh, j'ai une gestionnaire qui me disait, ça nous prendrait comme un service 911 pour ces enfants-là, parce qu'une fois qu'ils sont mis dehors, c'est pas vrai que leur situation là, va s'améliorer. Donc, il me disait, on aurait besoin de services en moins de 48 heures pour ces situations-là. Je suis consciente que c'est pas nécessairement quelque chose qui est réaliste actuellement, mais peut-être que de penser à des services là, pour ces situations-là pourrait être intéressant. Ce que les gestionnaires nous disaient, c'est actuellement, une de nos seules options pour avoir des services pour les enfants à risque d'exclusion, c'est de les signaler à la DPJ. Puis c'est pas toujours ça qui est le besoin. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Et l'autre aspect, c'est vraiment le référencement des familles vulnérables au dépistage. J'ai des milieux qui me parlaient là, d'enfants, puis ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est connu. J'ai des milieux qui me disent, qui me disaient, on a travaillé pendant des mois, voire une année complète pour convaincre des parents d'aller vers le dépistage à Virto. Et pendant plusieurs mois, j'avais pas de retour, j'avais pas de retour pour me faire dire au final que ces parents-là, quand ils ont eu l'appel d'Agirto, on dit ah non, finalement, on n'a pas vraiment de besoin à la maison. Donc, on a fermé le dossier a été fermé, alors que dans le milieu de garde, là, ça, c'est quelque chose qui était vraiment une problématique importante. Donc, les gestionnaires se questionnaient s'il serait possible d'avoir un mécanisme de consentement parental. On sait que c'est souvent là que ça achoppe pour permettre la communication entre l'équipe du dépistage Agirto et le milieu de garde pour éviter une fermeture précoce de dossier dans les cas où les besoins ont été plutôt ciblés par le milieu de garde, puis que le milieu a travaillé fort là, pour amener le parent vers les services. Donc, ce serait là, nos thèmes pour ce qui est des pistes d'action en lien avec les gestionnaires du réseau de la santé. Maintenant, pour ce qui est des pistes d'action pour les professionnels, hein, qui sont principalement pour favoriser la collaboration à l'échelle des professionnels avec le personnel éducateur, avec le personnel des milieux de garde. Donc, le premier thème, qui est vraiment le lien de confiance à développer, moi, j'ai entendu des choses comme la plupart des professionnels du réseau de la santé arrivent corrects, mais on en voit encore qui arrivent en disant, moi, je suis un professionnel, toi, tu es juste une garderie. Donc, dans l'attitude des professionnels, parfois, il s'agit d'une personne qui va influencer là, la perception des milieux de garde par la suite. On a également là, des préjugés qui peuvent faire très mal au milieu de garde, par exemple, de dire à un milieu familial, c'est temporaire, on est en attente d'une place en installation. Pour eux, c'est difficile parce que chaque milieu, puis ça, c'est un message clé si je pouvais vous faire réaliser, c'est que chaque type de milieu a ses forces et ses limites, mais de dire à un milieu qui est moins bon qu'un autre type de milieu, là, ça peut faire très, très mal. Donc, pour cet aspect-là, bon, premièrement, là, la piste d'action, c'est de reconnaître l'expertise du personnel éducateur, la complémentarité des rôles de chacun,
d'adopter une relation égalitaire qui favorise le transfert mutuel de connaissances. C'est vraiment important de comprendre que le personnel éducateur a son expertise sur la gestion de groupe, sur comment s'occuper des enfants au quotidien, hein. Souvent, le professionnel va arriver ponctuellement, mais le personnel éducateur, lui, est là au quotidien et a des tâches qui sont au-delà du développement d'un seul enfant dans le groupe. Donc, il y a toute une expertise là, qui est très importante là, à prendre en compte également. L'autre élément que les gestionnaires m'ont ramené, c'est vraiment l'importance de passer du temps dans le milieu de garde pour développer un lien de confiance avec le personnel, mais aussi pour bien comprendre là, le contexte dans lequel les recommandations, des fois qu'on va offrir comme professionnels de la santé, peuvent s'inscrire dans quel contexte finalement. Bon, je suis consciente que c'est pas tout à fait réaliste là, de dire chaque professionnel du réseau de la santé qui va intervenir en milieu de garde va aller passer énormément de temps dans le milieu. Mais il y a une gestionnaire de CPE qui me disait, mais ce serait intéressant de développer une espèce de projet pilote où on pourrait avoir une journée ou une demi-journée de stage où les gens peuvent venir voir un peu la réalité dans laquelle nous, on travaille pour mieux adapter là, leurs recommandations. Donc, c'est quelque chose qui est une possibilité, mais au-delà de projets pilotes de ce genre-là, ça peut être intéressant d'aller juste de base, là, explorer le programme éducatif Accueillir la petite enfance pour bien comprendre qu'est-ce qui guide là, finalement les milieux de garde là, dans leur travail au quotidien. Le deuxième élément, et là, c'est le message que j'essayais de vous passer tout à l'heure, c'est que chaque milieu de garde est unique. Euh, ça peut être difficile à comprendre dans une perspective de réseau de la santé où tout est un peu uniformisé, un peu d'une région à l'intérieur d'une même région. Mais les CPE, les garderies privées sont toutes, chacune dirigées indépendamment et ont toutes leurs particularités. Donc, les besoins d'un CPE qui accueillera, par exemple, plus d'enfants vulnérables ou d'un autre CPE qui va accueillir plus euh, qui va se concentrer plus sur des enfants avec des besoins particuliers ou un milieu qui va avoir plusieurs installations versus une installation, on ne va pas avoir la même santé financière, le même personnel qui va être disponible dans le milieu pour soutenir les enfants. De s'assurer de bien comprendre le contexte de ce milieu-là, pas nécessairement juste il est classé dans CPE, il est classé dans garderie privée, euh, mais plutôt là, de s'intéresser plus largement à la mission que ce milieu-là s'est donnée, aux ressources et au contexte qui est disponible. Euh, donc, les pistes d'action en lien avec ce thème-là, c'est vraiment d'être à l'écoute des préférences des différents milieux de garde pour offrir des services qui sont personnalisés aux besoins parce que c'est facile de tomber là, dans des services qui ne répondent pas bien aux besoins et de créer de la frustration là, de part et d'autre. L'autre élément, c'est vraiment de valider les ressources du milieu. Est-ce que ce milieu-là, pour cet enfant-là, a une accompagnatrice? Est-ce qu'il y a une éducatrice spécialisée qui est présente dans le milieu pour répondre à différents besoins ou aux besoins de cet enfant-là en particulier? Est-ce qu'il y a une agente de soutien pédagogique qui est présente? Et ça, c'est très important de faire ce travail-là avant de produire des recommandations qui nécessitent un suivi individualisé pour un enfant. Parce que quand on envoie un rapport avec des recommandations d'éléments qui pourraient être mis en place, ce ne sera pas reçu de la même façon si ça tombe sur le bureau d'une accompagnatrice qui a 5 heures par semaine pour mettre en place ces recommandations-là auprès d'un enfant, versus si c'est reçu par l'éducatrice à l'enfance qui a toutes ces tâches régulières là, en plus de ce qu'il lui est demandé et qui risque d'être très, très mal reçu à ce moment-là versus d'être en mesure de guider une accompagnatrice qui, elle, devrait bien recevoir les mêmes recommandations. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Troisième thématique, c'est vraiment de s'assurer d'avoir des modalités qui sont adaptées au contexte des milieux de garde parce que le contexte des milieux de garde n'est pas un contexte de réadaptation. S'il y a quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de gestionnaires de milieux de garde qui ont insisté, c'est qu'un milieu de garde n'est pas et ne devrait pas être un centre de réadaptation. Donc, de s'assurer de prioriser que les services de soutien professionnel soient offerts en contexte régulier. C'est vraiment quelque chose qui est partagé par la majorité des gestionnaires de milieu de garde. Donc, d'éviter de retirer l'enfant de son groupe pour lui offrir un service. La seule exception là, qui planait dans l'air là, dans les discussions, c'est vraiment dans une perspective d'éviter un déplacement en clinique. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup en région. Donc, le fait d'offrir le service dans le milieu de garde permettait d'éviter que le parent et l'enfant aient à se déplacer
déplacer là, sur une longue distance pour se rendre ailleurs. Mais sinon, là, si les services sont offerts dans le milieu de garde, dans l'optique de soutenir la participation de l'enfant, de s'assurer de ne pas retirer l'enfant de son groupe parce que ça peut être assez difficile là, pour l'organisation dans le milieu. Et également, ça n'a pas les mêmes impacts là, sur la généralisation des habiletés de l'enfant, de retirer l'enfant du groupe versus d'offrir les services en contexte régulier. L'autre élément, c'est plutôt par rapport à la libération du personnel éducateur. C'est quelque chose qui, dans la majorité des milieux de garde, est assez difficile, le fait de libérer le personnel de son groupe. La majorité des heures travaillées, si ce n'est pas presque la totalité des heures travaillées par le personnel éducateur, sont faites en présence enfant. Donc, il n'y a pas de journée pédagogique comme on pourrait voir là, au primaire. Fait qu'il faut ajuster les modalités qu'on utilise là, à ce contexte-là. Donc, dans les cas très probables là, où la libération du personnel n'est pas possible, les gestionnaires, ce qui privilégient beaucoup, c'est des modalités de soutien au personnel éducateur qui peuvent se faire sans qu'il soit retiré de son local. Par exemple, le fait d'aller observer l'enfant dans son contexte régulier, puis de garder un petit moment là, pour faire une discussion à la sieste ou à un autre moment. Ça peut être des éléments qui sont plus valorisés là, par les milieux de garde. Ensuite, de s'assurer que le soutien qui est offert soit concret, personnalisé. On entend souvent parler là, des fameux rapports avec des listes de pistes, d'idées, d'activités qui pourraient être faites dans le milieu pour stimuler le développement d'un enfant et qui sont très difficiles là, à mettre en action là, parfois pour les milieux. Donc, de s'assurer de proposer du matériel, des outils qui sont concrets, prêts à l'utilisation, personnalisés au contexte de chaque milieu pour soutenir le plein développement et l'inclusion des tout-petits parce que une liste générique et très, très longue pourrait faire en sorte là, que ce soit trop difficile à mettre en œuvre. L'autre élément, c'est que en tant que professionnel, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller directement dans le groupe de l'enfant pour démontrer comment implanter les stratégies qui sont proposées en contexte éducatif réel. Hein, parce que si on est en mesure d'offrir une recommandation et qu'on propose au personnel éducateur de le mettre en œuvre, on s'attend à ce que le professionnel soit capable lui-même d'être capable de profiter d'une période de jeu individuelle ou dans une activité de groupe, d'être capable de le mettre en œuvre puis faire du modeling finalement pour que le personnel éducateur soit capable là, de le reprendre par la suite. C'est un élément qui a été nommé comme étant très facilitant. Ensuite, je vous fais une petite parenthèse sur les formations. Hein. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, les formations. De faire attention, d'accompagner les formations à l'intention du personnel éducateur de soutien personnalisé pour soutenir le changement des pratiques. C'est reconnu dans la littérature que les formations seules ne sont pas très utiles pour changer la façon d'agir au quotidien par le personnel éducateur. Donc, de s'assurer là, d'avoir un soutien qui est lié aux formations. Et l'autre élément, c'est d'adapter l'offre de formation à l'intention du personnel des milieux de garde, à l'horaire, la mission, les valeurs, les besoins de chaque milieu. Donc, si on pense offrir un atelier sur le développement du langage une fois à un horaire. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, tant pis pour vous. Ça risque fort bien de ne pas fonctionner pour les milieux de garde parce que ce sera impossible là, pour un milieu là, de dégager l'ensemble de ces éducatrices à la même heure pour être capable d'offrir cette formation-là. Donc, de penser à des modalités là, qui sont plus souples, qui permettent là, une variété là, de façons de faire là, pour pouvoir y assister. Ensuite, dernier élément pour ce qui est de la collaboration, là, c'est de s'assurer d'être là pour le soutien à l'accès au financement. On le sait, il y a des démarches administratives qui entourent l'inclusion d'un enfant qui ont des besoins de soutien particuliers en milieu de garde. Il y a tout l'aspect de l'allocation pour l'intégration en service de garde avec le rapport du professionnel. Je vous invite à vous questionner dans votre positionnement si c'est quand la prochaine fois que l'enfant va croiser un professionnel probablement dans son parcours, vous questionnez si ça serait pertinent à ce moment-là que vous l'aidiez dans cette démarche-là. Et puis, pour ceux là, qui ont des questionnements plutôt sur leur rôle par rapport à ce rapport-là du professionnel pour avoir accès à l'allocation à l'intégration en service de garde, je vous invite vraiment à visionner là, le webinaire du ministère de la Famille qui a été fait sur ce sujet-là. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans ce rapport-là qui peuvent faire peur à certains professionnels de la santé parce qu'ils ressemblent à des termes qui sont utilisés là, pour poser des diagnostics. Mais en écoutant ce webinaire-là, je pense que ça aide vraiment à comprendre là, que ces termes-là ne sont pas utilisés dans ce contexte-là pour
pour identifier un diagnostic, mais plutôt pour s'assurer là, de cibler là, que l'enfant a vraiment des besoins particuliers. Donc, vraiment, écoutez ce webinaire-là pour bien comprendre là, les attentes par rapport aux formulaires, ceux qui ont à le faire. Donc, on est déjà rendu là, à la discussion. Rapidement, là, ce qu'on voit, c'est que par rapport à l'organisation des services, on le voit, là, c'est nécessaire de miser sur des modèles d'organisation des services qui sont un peu différents de ce qu'on fait actuellement, qui est très centré sur les services individuels, si on veut être capable de répondre à l'ensemble des besoins qui sont présents dans le réseau de la santé, dans le réseau de la petite enfance, en développement d'enfants. Hein, on sait qu'il y a des listes d'attente partout. Donc, l'importance de remettre l'accent sur les services qui permettent de répondre aux besoins de plusieurs enfants à la fois. Je l'ai bien présenté, là, le fait d'avoir un poste d'éducatrice spécialisée dans les milieux de garde, le trio de services du réseau de la santé, en s'inspirant peut-être là, des services de coaching, les modèles de soutien à paliers multiples qui sont de plus en plus présentés, et de s'assurer d'avoir une personne de contact en charge du partenariat intersectoriel pour être capable là, de répondre là, à tout ce qui est les services de soutien aux partenaires et aux communautés. Et au niveau du défi de la collaboration, bien, ce qu'on voit, c'est que les pistes d'action qui sont ressorties de nos experts sont vraiment cohérentes avec les écrits scientifiques. On a besoin d'une meilleure compréhension mutuelle, d'une relation d'égalité et de confiance mutuelle, s'éloigner de la posture d'expert pour se mettre en relation et d'avoir du temps pour établir le partenariat, qui est probablement l'aspect le plus difficile dans le contexte actuel. Et de garder en tête que chaque milieu de garde est unique, il pourra avoir une perception différente des services de réadaptation, de leur rôle par rapport à ces services-là également. Ils peuvent avoir des ressources qui sont très différentes en place dans les milieux de garde et il peut y avoir des enjeux là, de capacité à libérer le personnel éducateur en lien aussi avec la santé financière là, des milieux de garde. Donc, merci à tout le monde pour votre attention.